Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais pour cette 749e et avant-dernière émission. Et elle est consacrée à la police. En effet, il y a quelques mois encore, on embrassait les policiers dans les rues. C'était juste après les attentats. Aujourd'hui, leur principal syndicat prépare une manifestation de protestation contre la haine anti-flic. Alors que s'est-il passé entre les deux? On en débat ce soir avec Jean-Claude Delage, major de police, ancien CRS. Vous êtes depuis 2010 à la tête du syndicat Alliance Police Nationale, qui est affilié à la CFE-CGC, qui est aujourd'hui le plus important syndicat policier. C'est vous qui organisez le 18 mai prochain, place de la République, une manifestation sur le thème Stop à la haine anti-flic. Vous constatez une radicalisation de la violence contre les policiers et vous réclamez une réponse pénale plus sévère. À côté de vous, Georges Moréas, ancien commissaire de police. Vous avez dirigé l'Office central de répression du banditisme et la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention. Aujourd'hui, vous êtes avocat au barreau de Paris et écrivain. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, des polars, des scénarios pour le commissaire Moulin ou pour Navarro. Et vous venez de publier Dans les coulisses de la lutte antiterroriste, de la rue des Rosiers à l'état d'urgence. Mara Goyer, vous êtes professeur d'histoire-géographie dans un collège parisien. Vous avez écrit plusieurs livres à succès sur votre expérience de professeur. Mais vous êtes également l'auteur de Sous le charme du fait divers, qui vient juste de paraître, dans lequel vous expliquez pourquoi les faits divers peuplent nos imaginaires, nos représentations, nos peurs, notre culture et même nos histoires drôles. Almami Kanouté, vous êtes éducateur, responsable associatif, porte-parole du collectif Émergence, cofondateur de l'association Résus, Réseau des zones utiles et solidaires. Vous avez été actif dans différents collectifs qui dénonçaient les violences policières. Vous avez vous-même eu affaire à la police et vous avez porté plainte pour violence. On vous a beaucoup vu sur les estrades de Nuit debout où vous appelez, entre autres, la jeunesse à se mobiliser contre les violences policières. Hélène Leuillet, vous êtes philosophe, psychanalyste, vous enseignez à la Sorbonne, vous êtes l'auteur de Basse politique, haute police, une approche historique et philosophique de la police, où vous expliquez que la tâche de la police est, entre autres, de protéger le politique en lui évitant les mauvaises surprises venues de la société. Mathieu Rigouste, vous êtes sociologue, vous êtes l'auteur de La domination policière, une violence industrielle. Pour vous, la police ne peut pas exister sans violence, une opinion que vous approfondissez dans Le marché global de la violence, un texte de 35 pages qui figure dans le livre de Leslie Wood, Mater la meute, sur la militarisation de la gestion policière des manifestations. Alors en quelques mois, on est passé de déclarations d'amour à déclarations de haine. Que s'est-il passé? Quel est le contexte? Regardez. À Paris aujourd'hui. Alors Jean-Claude Delage, est-ce qu'il y a vraiment une haine anti-flic? Le mot est de vous, hein, c'était dans votre communiqué. Et question subsidiaire, est-ce que la police est là pour se faire aimer? Est-ce qu'il y a une haine anti-flic? Oui, je crois que vous avez vu les images, tout le monde les voit. Il y a une haine anti-flic de la part, j'allais presque dire toujours les mêmes, hein, ceux qui ne souhaitent pas que l'état de droit perdure, que la République soit abattue, qu'il n'y ait plus de patron, qu'il n'y ait plus d'État, qu'il n'y ait plus de police finalement pour protéger la société, pour protéger d'ailleurs les plus faibles dans la société, parce que le jour où il n'y a plus de police républicaine, eh bien ça sera la loi du plus fort, et la loi du plus fort, ça sera peut-être certains d'entre eux qui n'hésitent pas à jeter des grappins sur les policiers lors des manifestations, à attaquer les policiers de manière armée. Il y a aujourd'hui à peu près 6000 policiers blessés par an, en mission, c'est d'ailleurs sur ce type de mission. Il y a des tués en mission. Alors, est-ce que la police doit être aimée? Très simplement, ça fait jamais de mal d'être aimé. Mais bon, est-ce que finalement on est là pour être aimé? On est surtout là pour qu'on puisse faire notre métier, c'est-à-dire protéger la population, protéger les citoyens honnêtes de ce pays où qu'ils vivent et quelle que soit leur couleur ou leurs conditions sociales. Parce que dans un quartier dit difficile, dans un quartier populaire, on a besoin de la police parce qu'on n'a pas forcément envie de descendre de l'immeuble, de voir les dealers sur des chaises. On a envie de pouvoir rentrer chez soi à 23 heures sans être agressé. Et de la même manière, dans un quartier dit bourgeois, que ce soit à Neuilly ou à Aubervilliers ou dans les quartiers nord de Marseille que je connais particulièrement, on a envie que la police soit là pour protéger les gens honnêtes, je le répète, quelles que soient leurs conditions sociales ou leur origine et leur couleur.
Donc, est-ce qu'on doit être aimé? Je ne sais pas. On doit être respecté. On doit avoir les moyens, parce que la police républicaine française, elle est respectable. On doit avoir les moyens d'accomplir nos missions. L'État doit nous donner les moyens. On doit avoir une justice qui suit notre travail et qui condamne fermement ceux qui sont dans la dérive contre l'État, la dérive contre la police, la dérive contre le patronat, la dérive contre tout ce qui est l'ordre établi. Et c'est ce qu'on a vu. Moi, je ne mélange pas tout. Je suis syndicaliste, j'appartiens à la CFE-CGC, nous avons manifesté aussi contre la loi travail, nous avons été dans ces manifestations, mais il ne s'agit pas de syndicalistes qui agressent la police. Il s'agit de casseurs, de voyous, cagoulés, armés, déterminés, et souvent toujours les mêmes. Que ça soit sur diverses scènes, que ça soit à Nantes, à Rennes, à Paris ou ailleurs, ce sont toujours les mêmes. Et pour le tiers d'entre eux au moins, ils sont connus des services de police, voire ont été condamnés. Et on peut se poser la question, pourquoi d'ailleurs ne sont-ils pas assignés à résidence? Par exemple, je le dis, on a assigné à résidence pendant la COP 21 des personnes. Aujourd'hui, des casseurs connus, condamnés, ne sont pas assignés à résidence. Donc c'est une question. Quant à la haine anti-flic, celui qui en a parlé aussi, vous l'avez entendu, c'est Bernard Cazeneuve. Et je terminerai pour dire que les mêmes aujourd'hui qui agressent la police, qui veulent déstabiliser l'État, qui veulent que l'État de droit disparaisse dans la République française, eh bien ce sont les mêmes qui critiquaient à l'époque la politique de Nicolas Sarkozy. Ils critiquent aujourd'hui la politique de François Hollande en matière de sécurité. Donc il y a bien là derrière une volonté de déstabiliser la République. Et c'est pour ça que Alliance et d'autres, l'UNSA Police avec nous, Synergie Officier, nous serons place de la République parce que cette place, elle appartient aux Républicains. Et moi, je suis républicain et les policiers français sont républicains. Mathieu Rigouste? Je dirais oui, la police est très républicaine. Le problème, c'est que c'est la République qui est raciste, capitaliste et sexiste, et extrêmement violente. Et on est dans une société qui est en forme de pyramide, où il y a une oligarchie, une minorité qui vit sur les autres. Et pour faire tenir ça, il faut de la coercition, il faut de l'idéologie aussi. Il faut mettre des idées dans la tête des gens, comme le fait que la police les protège. Mais aussi, il faut de la force aussi, il faut de la violence. Et du coup, la police sert à ça. Alors moi je pense que ce qui s'est passé, du coup, il y a eu un choc très fort après les attentats. Et quand il y a un choc, les gens sont très suggestibles. Il y a eu des opérations médiatiques, idéologiques, politiques très très fortes pour essayer d'imposer aux gens cette idée. On le fait depuis la maternelle, que la police est là pour les protéger, pour sauver la veuve et l'orphelin, etc. Et du coup, bon, bien sûr, il y a des gens qui ont cru, et il y a des gens aussi qui y croient parce que ça répond à leurs intérêts. Dans les classes dominantes, dans la bourgeoisie, même dans les classes moyennes, il y a des systèmes de privilèges qui ont besoin d'être protégés. Et du coup, il y a besoin d'une force pour ça, une force qui sera forcément violente. Ce qui s'est passé depuis, c'est que cette société inégalitaire, cette société pyramidale, elle a mis en place énormément de choses que, apparemment, ce serait l'état de droit. Du coup, entre le 49-3 ou toutes ces choses-là, on hallucine un petit peu. Mais en tout cas, cette société inégalitaire, elle s'est lancée dans cette société, c'est les classes dominantes, les classes dirigeantes de cette société-là, ont décidé de mettre en place une loi au profit du MEDEF et du patronat, qui ne passe pas du tout ni dans les classes populaires, ni dans les strates un petit peu supérieures. Et du coup, l'État, puisque c'est l'État, c'est la classe dirigeante qui décide de ce que fait la police, ces gens sont à leur service, a décidé d'employer dans les centres-villes bourgeois notamment, et contre les classes moyennes et les strates supérieures des classes populaires, des dispositifs, des protocoles de violence, une intensité qui jusque-là était industriellement réservée aux quartiers populaires. C'est-à-dire qu'on a autorisé, voire lâché un petit peu, des unités policières sur des populations qui n'étaient pas du tout habituées à vivre cette violence industrielle, ce système de domination qui est appliqué en permanence dans les quartiers populaires contre les classes populaires et qui fait 10 à 15 morts par an. Alors que des morts en service de la police dans des manifestations dans les quartiers populaires, j'aimerais qu'on me rappelle la date, la dernière fois où ça s'est passé, et je pense que personne... 5 par an. 5 par an en mission. J'aimerais bien qu'on nous donne des noms alors, parce que vraiment on pourra vérifier. Je pourrais vous les donner, par respect pour eux, je le ferai plus tard. En tout cas, il y a 10 à 15 morts dans les quartiers populaires dus à l'action de la police par an. Ce sont principalement des jeunes issus de la classe ouvrière et issus de l'immigration coloniale, notamment des Noirs et des Arabes.
Et le système de violence qui est appliqué industriellement et en permanence dans les quartiers populaires a été d'une certaine manière employé dans les centres-villes. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas habitués à voir ce que fait réellement la police, qui du coup s'en sont rendus compte. Et notamment dans les syndicats aussi, parce que on parle vous avez essayé de dissocier les syndicalistes, mais bon, les bureaucraties syndicales, effectivement, comme on l'a vu, certaines participent, collaborent complètement avec la police pour réprimer le mouvement. Mais ce qu'on voit dans la rue, ce que les gens voient, c'est exactement l'inverse de ce qui est raconté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une minorité de casseurs qui s'en prend, qui seraient toujours les mêmes et qui s'en prennent à l'état de droit, mais plutôt une majorité de gens qui n'en peuvent plus de se faire gazer, tabasser, alors qu'ils sont dans des luttes légitimes pour leurs droits. Et voilà, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent les yeux sur ce qu'est réellement la police et sur ce qu'est réellement l'État. Hélène Leuillet? Oui, alors, bon, je vais peut-être être un petit peu en décalage avec les deux discours qui viennent d'être tenus à la fois. C'est le but de ce débat, normalement. Critique marxiste de l'État, et de la police, appareil idéologique d'État, et puis, bon, votre discours neutre de la police, défense de l'État de droit. Bon, il est vrai que la police, elle est à une place un petit peu étrange, entre l'État et la société, un œil vers le haut, la souveraineté, l'État, effectivement, qui n'est pas neutre, nous sommes d'accord, un appareil de domination, mais aussi du côté de la société. Quand vous m'avez présenté, vous avez dit, bon, protège le politique des imprévus de la société, mais c'est ce que vous dites, mais vous ne dites pas que ça. Voilà, protège également la société de ce qui peut venir aussi de l'État. Donc il y a les deux côtés. Si vous voulez, moi ce que je répondrais à Mathieu Rigous, c'est qu'il y a quand même une cohérence à avoir toujours quand on est un sujet dans la société qui n'a jamais à faire appel à la police en cas de violence non négociable. Ça peut arriver à tout le monde et c'est même mieux, souvent, que de régler l'affaire soi-même. Mais alors, du coup, ce que je répondrais à Monsieur Delage, c'est que la police est toujours le tiers institutionnel. Et je suis un petit peu étonnée, là, de voir la police être prise dans... Enfin, pas la police en général, votre mouvement, vous ne représentez pas toute la police, mais votre mouvement, en tout cas, se mettre dans un discours de face à face avec les casseurs, enfin, effectivement, une minorité dont... Qu'est-ce qu'on veut? Je veux dire, dans une société démocratique, il y aura toujours des gens qui contesteront l'ordre. Dans une société totalitaire, non. Qu'est-ce qu'on veut? Je veux dire, toujours une contestation de l'ordre. Mais la police n'a pas à être dans un face-à-face. Qu'il y ait des gens qui viennent pour en découdre avec la police, c'est vrai, il y en aura toujours. Il ne faut pas rêver. Enfin, sauf si, un régime totalitaire, il n'y en a pas. Enfin, le prix, quand même, un tout petit peu élevé, quand même, si vous voulez bien l'autoriser. Et donc, mais la police, elle est là pour représenter le tiers institutionnel. Dans le discours, je ne dis pas que c'est pas horrible de prendre des pavés, etc. Mais, je veux dire, quelqu'un qui entre dans la police, vous ne pouvez pas lui dire que ça ne lui arrivera jamais. Et c'est pas la première fois. En mai 70, en mai 68, dans les années 70, l'opinion était beaucoup plus anti-flic et les combats de rue étaient beaucoup plus violents qu'aujourd'hui. La guerre d'Algérie, la crise boulangiste sous la Troisième République, quand le général Boulanger a failli prendre l'Assemblée nationale, quand même. Enfin, je veux dire, la violence de rue, elle n'est pas propre à aujourd'hui, 2016, quand même. Elle est même beaucoup moins grande à notre époque. Georges Absolument. Moréas, comment vous voyez ça, vous? Tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a moins de violence qu'avant et que de toute manière, dans les manifestations, il y a toujours des casseurs, il y a toujours des choses qui sont cassées. On parle de mai 68, on parle de 2005, on parle de 2008. Le problème de la police, de la haine de la police, comme dit mon ami, c'est on vise la police de maintien de l'ordre. Celle qui n'est jamais aimée, je veux dire que ce soit des policiers ou des gendarmes, ceux-là sont là pour faire pression sur des manifestations, et si on leur donne l'ordre de charger, de disperser, etc., d'y aller avec la matraque, et il faut que l'ordre reste établi en fonction des instructions qu'ils ont reçues. On parlera tout à l'heure quand même aussi de la bague des contrôles aux faciès, enfin ce qu'on considère comme des contrôles aux faciès. C'est ça, mais c'est uniquement les instructions qui sont données qui font agir les policiers ou les gendarmes en maintien de l'ordre. C'est pas leur initiative propre. On leur dit, vous faites ceci, ils le font. Alors, dans la manière dont sont donnés les ordres, il y a des réactions qui se produisent au sein des manifestants, c'est évident. Mais ça a toujours été comme ça, c'est pas une nouveauté en soi. Alors on ne peut pas dire que la police n'est pas aimée, je ne suis pas d'accord. De toute manière, on peut se demander si elle est là pour être aimée, mais enfin, je veux dire, le flic, il reste quelqu'un de sympathique, je veux dire, c'est un héros de bouquins, de scénarios, etc. Donc ça reste quelqu'un, c'est un peu un mythe. D'ailleurs, dans les sondages, l'opinion des Français est largement, majoritairement favorable à la police. Voilà, et ça me semble... Il reste les 12-14% qui sont parfois représentés sur ce plateau où on a un discours, voilà, on a un discours un peu quand même caricatural, mais bon, après, ça appartient à chacun.
Maragoyer. Oui, mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. C'est, imaginons une manifestation de profs contre les élèves difficiles. Ça serait à peu près l'équivalent. Voilà, les élèves difficiles, ils peuvent pourrir la vie de certains profs, mais on en est responsable. Oui, mais on en est responsable. Donc on s'en occupe, on les respecte. Et je dis pas qu'il faut respecter les casseurs et dire mon chéri, tu vas mal. C'est la différence entre un élève et un casseur, si vous voulez. Mais l'élève peut aussi devenir casseur. Le casseur, il redevient rarement élève. On en est responsable, justement, et on s'en occupe. Et une chose qui me marque dans les images, c'est qu'on ne voit le visage de personne, ni des policiers, ni le visage des casseurs. Et en fait, ça ressemble à Internet où les gens prennent des pseudos ou des avatars, et la violence monte, parce que, là, je vais faire du Lévinas de comptoir, on ne voit plus le visage de l'autre. Et je crois que on le voit, hein. Enfin non, si je peux juste pour rassurer hier mademoiselle. Aux Invalides. J'étais hier aux Invalides. Vous rassurer, le nôtre, on le voit. Ce que vous ne voyez pas, ce sont les visages des casseurs qui arrivent avec des sacs à dos remplis de cagoules et d'instruments divers. Je vous assure qu'hormis les unités très spécialisées de la police qui ont le droit et le devoir même d'être cagoulés, le RAID et autres. Pas non plus, oui, mais le casque, c'est un instrument, si vous voulez, pour vous protéger. Et avant de mettre le casque, pour avoir un peu pratiqué ces unités-là, avant de mettre le casque, il y a une instruction pour mettre le casque, qui veut dire qu'au départ d'une manifestation, les CRS, les gendarmes mobiles ou les compagnies d'intervention qui sont, comme l'a dit Georges Moréas, chargés de rétablir éventuellement l'ordre républicain, ils ne sont pas casqués. Lorsque nous mettons le casque en intervention, c'est qu'il y a déjà une tension extrême. À l'origine, ils ne sont pas casqués parce que être casqué, c'est une instruction qui est déjà un degré supérieur dans ce que nous devons rétablir face aux casseurs. Merci pour ce cours de casque, mais oui, mais c'est important que vous le sachiez. Non, c'est vrai. Non, mais maintenant je ferai attention et je serai vigilante. Vous verrez que si vous passez dans la rue, les policiers ne sont pas casqués avant que cela ne dégénère et qu'on leur donne l'ordre d'être casqués. D'accord. Mais voilà, donc comme le contact humain est perdu, j'ai l'impression que voilà, on a complètement perdu tout sens de la réalité des relations entre les policiers et la société. Et du coup, on part évidemment dans des délires ou dans, je sais pas, des thèmes lyriques de la représentation, c'est-à-dire il y a le folklore de détester le flic, mais maintenant il y a le nouveau folklore qui est d'aimer le flic. Par exemple, quand Renaud aime un flic, il fait une chanson. Voilà, c'est. Et c'est pour ça. Faut peut-être pas tout prendre au premier degré. Non, mais sincèrement, moi, comme chacun, évidemment, heureusement, hein, je rejoins Madame. Heureusement que nous vivons dans une république. C'est pour ça que nous la défendons aussi ardemment et dans un État démocratique, parce qu'en effet, dans d'autres États que celui-là, marxistes ou d'extrême droite, si vous voulez, il n'y aurait pas de possibilité de débattre ce soir. Donc je suis très heureux qu'on vive dans ce pays comme il est aujourd'hui, même s'il est imparfait. Je voudrais répondre, il y a juste eu quelque chose de différent. Pourquoi aujourd'hui certains chantent « j'aime la police », après parfois l'avoir quand même un peu critiqué, ce qui peut être normal aussi lorsqu'on est un artiste. C'est simplement parce qu'il y a eu le mois de janvier aussi et le mois de novembre. Et je rappelle juste, pour ceux qui sont présents sur le plateau, que des policiers sont morts au Bataclan et ailleurs pour protéger les Français. Almami Kanouté. On va parler de mauvais élèves, on va parler de cette fameuse république que moi je dénomine comme étant une république, puisque pour moi notre république est pourrie, moisie, gangrénée par des responsables politiques. Mais nous sommes là pour parler de la police. Et le constat que je peux faire de ce qui a pu se passer après Charlie et les derniers attentats du mois de novembre, c'est qu'effectivement, on nous a envoyé des images de citoyens français s'enlacer avec la police, acclamant la police, l'applaudissant. Mais ça n'a pas duré longtemps, puisqu'on a joué sur l'émotionnel, on a joué sur les peurs, on a essayé de rassurer les gens, mais on n'oublie pas les antécédents. On a une police qui est violente, qui est très violente. Et nous sommes dans un pays qui maintient l'ordre social, mais cet ordre social est violent. Donc il est normal que systématiquement, on ait un bras armé violent. Et j'aimerais mettre le doigt sur le fait que c'est pas une question de haine anti-flic, c'est que les impunités, les injustices, je ne vais pas les énumérer, mais je pense que vous êtes très bien placés, vous les connaissez. Ces policiers voyous qui tuent des hommes et des femmes, on en parle? Moi, j'en connais pas. Vous prenez position? Vous n'avez jamais pris position pour ces citoyens lambda qui perdent un être, par exemple? On en reparlera. Mais
Lorsque c'est prouvé, mais établi, pour revenir je sur prends une réalité, vous nous parlez des casseurs. Oui, c'est un fait. Parlons des casseurs policiers. J'en connais pas. Ah, vous en connaissez pas? Non. Les clichés qui ont véhiculé, j'ai moi-même assisté à des débordements provoqués par des policiers. Mais est-ce que je peux vous interrompre, monsieur? Juste une seconde. Je vous ai pas interrompu. Si vous en connaissez, moi je vous invite à aller d'aller voir la justice, de les dénoncer. Il y aura des enquêtes. Oui, je comprends que pour vous, c'est l'appareil, tout est appareil d'État et personne n'est fiable. Mais pour monsieur qui a l'air plus modéré, non, mais c'est juste parce que vous avez des moyens. Vous avez des moyens, aujourd'hui d'aller voir la justice, de dénoncer ce que vous dites. Et si c'est vrai, il y aura une enquête, il y aura des condamnations. Je vous l'affirme, je siège depuis 20 ans dans les conseils de discipline. Des policiers qui sont sanctionnés, des policiers qui sont condamnés par la justice, il y en a s'ils ont fauté. Mais moi, les a priori sur un policier casseur, un policier voyou, pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ceux que vous protégez, moi, je protège les policiers. Et les citoyens surtout, d'ailleurs. Lorsque les familles portent plainte contre des policiers criminels... Eh bien, il y a des enquêtes, monsieur. Et si les enquêtes qui aboutissent... Mais bien entendu qu'elles aboutissent. Ou alors vous n'avez pas confiance comme monsieur, mais ça je comprends, puisque lui c'est dans sa ligne doctrinaire. Comment faire confiance? Et vous n'avez pas confiance à la justice. Moi j'ai confiance à la justice. Comment faire confiance à une justice qui On en reparlera si vous voulez. Qui aboutissent à des non-lieux? Comment faire confiance à une justice s'il y a qui ne condamne pas, qui ne condamne pas les voyous en col blanc? Si un policier est innocent, ça vous paraît anormal? On en reparlera un peu plus tard, si vous le voulez bien. D'abord, on continue sur les inégalités, les impunités policières. On reviendra là-dessus. D'abord, restons sur les violences policières aujourd'hui. Mais ça fait partie. Oui, mais on en reparlera dans l'émission. Mais d'abord, les violences policières dont on parlait au départ, c'est évidemment celles qui ont eu lieu avec les manifestations. Je propose de regarder. Ce serait à cause d'un lancement. Alors, effectivement, il y a une vraie radicalisation des violences de part et d'autre, on va dire, ou est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui tout est filmé et que forcément on est témoin de ces violences alors qu'avant on se contentait de nous les raconter? Qu'est-ce qui s'est passé là exactement? Est-ce que d'ailleurs, vous Hélène Leuillet, puisque vous avez un regard historique là-dessus, est-ce que les manifestations dont on vient de voir quelques extraits là sont plus violentes? Écoutez, il y a toujours ce combat avec la violence de la police. D'un côté, moi, l'État de droit fonctionne quand même. L'IGPN fait son travail, il y a des verrous de sécurité. Mais la violence policière, c'est le travail de tous les responsables policiers. Dans l'histoire, quand Lépine prend la police au début de la Troisième République, qui sort du le préfet Lépine, quand il prend la police après le Second Empire, il est obligé de lutter contre les passages à tabac, contre une impopularité de la police absolument considérable. La police était maltraitante et la violence de la police, c'est toujours le Cressay-Grimaud en 68 et l'auteur d'une lettre magnifique, qui a fait beaucoup de bruit, qui a irrité les policiers aussi. Mais après les premières brutalités policières, un petit peu analogues à ce qu'on voit là, le préfet Grimaud dit: frapper un manifestant à terre, c'est atteindre toute la profession policière dans ce cas-là. Oui. C'est une lutte de tous les responsables politiques. Et là, oui, mais c'est quand même. Policier qui oui, mais là, on ne peut pas dire aimer la police. Moment où c'est établi. On ne peut pas dire aimer la police au moment où il y a un problème de violence policière qui ressurgit et pas parce que c'est filmé. Là, je reviendrai à la question des instructions que vous avez soulevées. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important concernant le rapport de cet instrument de l'État autonome qu'est la police. Le mandat donné à la police, qui signifie jusqu'où on couvre ou pas, est très important. Et à partir de quel moment on intervient aussi? La lettre de Grimaud a été effectivement entendue comme je ne couvrirai pas. Et donc, mais si on couvre, alors c'est très grave. C'est le signal de la violence. Parce que là, je vous répondrai, c'est vrai que les combats de rue, ça peut pas être très humain et la tendresse. Le combat de rue, c'est un combat de rue. Les Black Blocs, c'est vrai, ils viennent, ils mettent la cagoule et ils s'en vont. Bon, et que les CRS portent des casques, personnellement, pour éviter les blessures, ça me choque pas. Je n'étais pas contre. C'est pas, voilà. C'était pas mon propos. Je veux dire, ça peut pas. Je veux dire, le face-à-face en lui-même, il n'est pas humain. Ce qui est humain, c'est de faire respecter le tiers. Le tiers. Je veux dire, qu'il y ait du tiers et qu'on bride la violence. Si on ne dit pas aux policiers pas de violence, alors même qu'ils sont tentés. Quand il y a des violences dans les commissariats, vous avez lu l'article du Monde hier sur ce qui s'est passé dans le commissariat du 19e arrondissement avec les lycéens de 15 ans du lycée Bergson. Écoutez, moi, je n'ai pas écrit un livre contre la police. Vous le savez, vous ne le savez pas. Je n'ai pas écrit du tout un livre contre la police. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'accepter que
des policiers soient comportés comme ça. Personne, mais Frédéric Tadei, je voudrais juste sur 2 points. Ouais. Oui, oui, non, mais c'est vrai que je l'ai laissé le répondre, mais je vous redonnerai la parole tout de suite après. Personne ne dit, aucun policier, en tout cas moi, secrétaire général d'Alliance, et je ne dirai jamais que quelque chose qui est établi et qui est anormal et qui est qualifié de manière certaine comme une brutalité qui ne doit pas être commise, personne ne le comprendra. Moi, le premier. Et je suis le secrétaire général du syndicat majoritaire de la police, classé comme peut-être le plus dur des syndicats. Donc, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'on confond 2 choses lorsqu'on parle de violence. Lorsqu'on parle de violence, on parle de quoi? Alors évidemment, ici, certains sur le plateau vont dire la violence, c'est l'État, et à partir du moment où il y a la répression étatique, c'est-à-dire la dialectique habituelle qu'on entend, y compris dans les manifestations de la part de certains, la dialectique, tout le monde la connaît, et on peut la manier de la même manière. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'entre violence, comme on en entend parler, et force doit rester à la loi et usage légitime de la force. Si l'usage légitime de la force, parce que il y a une situation qui dégénère et que l'État doit garder la maîtrise des choses et donc utiliser la police pour garder la maîtrise des choses. Ce n'est pas de la violence policière, c'est de l'utilisation et de l'usage légitime de la force pour établir l'ordre public. La violence, c'est un autre débat. Et pour l'instant, la violence, je la sens plutôt du côté des casseurs contre mes collègues que du côté des policiers. Mathieu Rigouste. Bon, ce monsieur raconte n'importe quoi, mais Bien entendu, c'est pour ça qu'on m'invite d'ailleurs. Il fait carrière, hein. D'ailleurs vous n'êtes plus policier, hein, parce que mais vous êtes un dirigeant de syndicat, ça fait carrière, ça va devenir peut-être préfet. Bien sûr, oui. Je compte sur vous pour il y a énormément d'enjeux là-dedans. Vous serez au pouvoir et vous pouvez nous laisser terminer, vous n'êtes pas au-dessus des lois ici. Merci. Nous Alors, pas. Du point de vue de l'impunité policière, du coup ce monsieur raconte n'importe quoi, les 10 à 15 morts par an ne trouvent aucune solution dans les tribunaux. La justice protège ce système de violence, d'oppression, de harcèlement, de ségrégation policière des quartiers populaires, au point qu'il faut lutter longtemps et durement pour juste ouvrir des procès. À la sortie de ces procès, on n'a jamais rien. Peut-être des fois, le minimum qu'on peut avoir, après des années, voire 10 ans de lutte, ça va être du sursis. Il ne se passe jamais rien. L'autre chose qui est assez scandaleuse, c'est de renvoyer, parce que ce débat est toujours posé de la même manière, la violence de l'oppresseur et du système de domination à la résistance des dominés qui s'y opposent. Il faut quand même reprendre le truc depuis le début. Hein. Les gens naissent pas avec la détestation de la police. Hein. Ça doit bien venir à un moment de quelque part. Oui, quand même, et ce pauvre monsieur-là, forcément, on les comprend. Les policiers, ils sont un peu en galère. Là, ils sont surarmés. Ils ont des équipements énormes. Ils sont face à des lycéens qui les insultent, des ouvriers qui contre-attaquent, des vieux qui s'auto-organisent, des retraités qui s'organisent collectivement. Et du coup, bien sûr, ils sont obligés de sortir cette image du casseur pour essayer de trouver une sorte d'ennemi intérieur à sortir de là et faire passer le mouvement social pour un truc qui finalement serait très gentil et serait très content que l'État lui impose une loi patronale alors que personne n'en veut. Donc il faut inventer cette figure du casseur. Et c'est normal qu'ils soient un petit peu... on l'invente pas. Ils se sentent fragiles, vous les connaissez les casseurs, parce qu'ils ils subissent une contre-attaque collective d'une majorité de gens dans ces manifestations, des jeunes, des vieux, des ouvriers, des chômeurs, des précaires. Alors il faut inventer des outils idéologiques pour diviser les gens. Parce que les gens, face à la violence de la police, et c'est peut-être ce que vous avez fait de mieux dans votre vie, commencent à se réunir, à s'auto-organiser, à s'associer et à découvrir qu'on peut vivre autrement, qu'on peut s'organiser autrement, qu'on peut changer les choses, mais horizontalement, en s'entraidant, par la solidarité. Pourquoi vous l'avez Georges Moréas. Vous l'avez appris par cœur. Si on vous coupe, vous vous rappelez plus ni du début ni de la fin. Mais c'est un beau discours assez dialectique. Ils parlent bien les deux là. On reconnaît qu'en termes de dialectique, il est assez... Il va falloir que vous rentriez dans le Maragoyer et Georges Moréas. Non, parce que les images qu'on a vues sont absolument insupportables et de voir un lycéen être mis à terre, c'est plus que pénible et révoltant. Mais il n'empêche que c'est pas des images non plus de déferlement de violence. C'est pas, ils sont pas en train de tabasser ni de tuer un môme ni rien. Ça veut pas dire que c'est supportable. Je crois qu'on est devenu sursensible aux images de violence et même à l'idée de l'existence de la violence physique. Et c'est plutôt une bonne chose qu'on soit sursensible, ça rejoint les dossiers de la fessée ou des châtiments corporels et tout ça. Mais dans le fond, ces violences policières, c'est pas les violences de Sharon en 62, ni celle de la répression des Algériens, de la manifestation des Algériens en 61. C'est pas non plus la violence sous Charles Pasqua, quoi. Faut arrêter aussi le délire avec le déferlement. Là, c'est pénible. Je crois qu'on a passé notre temps à parler de violence symbolique et de violence morale et de harcèlement. On avait oublié la violence physique. Voilà, on la voit. C'est insupportable, mais c'est pas non plus
la junte fasciste, quoi. Vous allez en voir plus dans un instant. Georges Moréas. Ces manifestations du temps passé, je veux dire, il y avait beaucoup de violence de la part des manifestants, il y avait des casseurs, et il y avait moins de violence de la part de la police parce qu'elle était mieux encadrée. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain laxisme qui est laissé et un manque de commandement dans la police qui fait qu'il y a des dérapages. Je suis désolé pour mon ami de l'âge, mais je le pense sérieusement. Ça ne change rien ce que je pense de Moréas, qui est un grand flic. Il est juste un peu décalé par rapport à l'époque actuelle. C'est quand même un symptôme grave, hein, cette violence de la police. Ça ne doit pas être, je veux dire, même dans les manifestations. Cela dit, la justice, contrairement à ce que dit monsieur, fait face d'une certaine manière. Quand un policier intervient et fait une bêtise qui est qualifiée dans une infraction pénale, que ce soit les violences physiques, que ce soit l'utilisation de l'arme, etc., dans l'exercice de ses fonctions d'une manière spontanée et réfléchie, les juges ont tendance à être assez doux, parce que c'est compréhensible. Mais quand c'est une violence réfléchie, les juges sont extrêmement méchants, on peut dire, vis-à-vis des... Ils prennent beaucoup plus que les citoyens ordinaires. Et si on parle à un moment de Michel Néret, par exemple, qui est un super flic, je veux dire, l'enquête judiciaire qui a été faite contre lui, aucun autre citoyen ne l'aurait eu. C'est quelque chose de très fort, de très serré. Donc il y a un décalage entre... C'est ce que les gens ne comprennent pas bien. La justice est sévère vis-à-vis des flics qui font des bêtises à titre personnel, et elle fait preuve de mansuétude quand il s'agit d'une activité dans l'exercice de ses fonctions. Alors des violences policières beaucoup plus violentes, on va en voir tout de suite, mais elles ne sont pas françaises, elles sont américaines, regardez. Alors nous ont rejoint sur le plateau Mathieu Zagrodzki, vous êtes politiste, chercheur associé au Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales, chargé de cours à Sciences Po. Vous êtes l'auteur de Que fait la police ? Le rôle du policier dans la société. Et Michel Floquet, vous avez été correspondant pour TF1 aux États-Unis pendant 11 ans. Vous venez juste de rentrer et vous en rapportez un livre intitulé Triste Amérique, le vrai visage des États-Unis, un pays que vous décrivez de plus en plus inégalitaire, de plus en plus violent, qui s'enfonce dans la peur et où la police est de plus en plus raciste, de plus en plus brutale. Les bavures sont de plus en plus nombreuses et dans une impunité presque totale. Est-ce qu'on a une idée aux États-Unis de combien les policiers tuent de gens par an ? Alors on a une idée, mais on n'a pas de certitude. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de statistiques. Les policiers, après le décès de quelqu'un, ne sont pas tenus de faire un rapport et de le rapporter, si vous voulez. Mais ce qu'on sait, il y a des associations et puis des journalistes, observateurs qui regardent ça de très près, c'est qu'on est à peu près à 1100 morts par an. Ça en fait entre 3 et 4 par jour. Très souvent, le mort appartient à une minorité, enfin de manière en tout cas supérieure à la représentation de cette minorité dans la population. Les bavures, vous en avez montré quelques-unes, elles sont hallucinantes. À Cleveland, un couple noir qui avait forcé un barrage a été rattrapé par la police. Il y avait 138 impacts de balles dans la voiture. Les 15 dernières étaient tirées à bout portant à travers le pare-brise par un policier monté sur... Donc très loin, si vous voulez, de ce qui a été évoqué, et c'est pas du tout, je ne veux pas du tout absoudre ni amener un jugement sur ce qui a été dit avant, mais ça n'a rien à voir. C'est un autre univers. Les policiers ont un véritable permis de tuer aux États-Unis, dans des conditions invraisemblables, dans le dos. Ils menottent des cadavres. Ils tirent 15 balles dans le dos d'un type, ils le menottent, c'est leur première réaction. Et il n'y a jamais, pratiquement jamais, de sanctions pénales. Mathieu Zagrodzki. Sur la question des statistiques, il y a une statistique officielle mais qui est imprécise, qui est celle du ministère de la Justice. Parce qu'en fait, le système américain est très différent du système français. En France, vous avez la police nationale, la gendarmerie nationale. Aux États-Unis, vous avez environ 18 000 services de police locaux. Ce qui fait que les statistiques officielles, elles sont dépendantes du bon vouloir de ces services locaux. En gros, le ministère de la Justice américain n'arrive pas à récupérer les données de toutes les polices américaines. Effectivement, le chiffre communément admis est entre 1000 et 1200 par an. Le problème aux États-Unis, c'est la circulation des armes à feu. On a 300 millions d'armes à feu en circulation là-bas, donc c'est à peu près une arme par habitant, et on a dans ce pays 50 fois plus de chances d'être tué par balle qu'en France. Donc on a une mentalité chez les policiers qui part du principe, lors de tout contrôle, lors de toute intervention, que la personne en face peut être armée et que du coup ça vous donne automatiquement le droit d'ouvrir le feu, y compris préventivement. D'où ce nombre de victimes extrêmement important, d'où les affaires horribles qu'on vient de voir à l'écran et les anecdotes racontées par Michel Floquet.
Mamie Canouté. Oui, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit juste avant, puisque là j'ai l'impression qu'on est en train de baigner dans une forme d'hypocrisie. On sait ce qui se passe aux États-Unis, mais ne soyons pas hypocrites et ne minimisons pas. Pas minimiser. Mais si, pour moi vous avez minimisé. Le jeune de 15 ans qui prend une droite maintenue par d'autres policiers gratuitement. Là encore, on a de la chance. On a de la chance grâce à l'évolution, la technologie, l'usage des téléphones portables. On peut avoir quelques vidéos, mais je pense aux nombreuses victimes morts par asphyxie avec 26 policiers sur le dos, par exemple. Une quinzaine de policiers sur le dos. Moi-même, je me suis retrouvé agressé par une douzaine de policiers. J'ai dû porter plainte, classé sans suite. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et on ne peut pas faire la comparaison avec ce qui se passe ici et les États-Unis. Ah bon? Revenons un petit peu sur la France. On est dans un État soi-disant de droit. Oui, je crois. De droit? Oui. J'en suis pas sûr. Moi aussi, j'en suis sûr. J'en suis pas sûr. Parce que quand... Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais on est dans un état de droit. Il faut arrêter de faire des films. Mais on ne se fait pas des films, madame. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais on ne se fait pas des films. On ne se fait pas des films. Encore le 10 mai, je me rendais à une commémoration organisée par les amis de Dumas. Je me retrouve encerclé par une dizaine de policiers pour un contrôle d'identité, alors que j'avais mon carton d'invitation. Vous trouvez ça normal? Non, je trouve pas ça Vous normal. trouvez ça normal? Alors qu'il y a plus d'une centaine de personnes sur la place, on vient m'entourer moi. Je comprends que ça soit complètement insupportable, mais on est quand même dans un état de insupportable, droit. mais Il faut arrêter par on n'est pas dans un état de respect droit. pour les gens qui On vivent n'est pas dans dans un des état de dictatures, droit. qui ont vécu On des n'est pas périodes dans un état de droit, terribles. madame. Il faut arrêter de se faire des État positions. qui cautionne les injustices, les impunités policières. Et là, nous avons un syndicat de police qui c'est normal des qu'il défend les criminels, policiers. qui provoque en proposant... Si je couvrais des criminels, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je serais déjà en prison, monsieur. Donc, il faut juste faire quelques cours de droit. Parce que si je couvrais des criminels, vous faites je serais partie en d'un prison. syndicat qui joue sur la provocation, sur la peur. Non, parce je que joue simplement votre sur une mobilisation réalité, mercredi monsieur, une sur place réalité. de la République est une provocation. Ne parlez pas tous les deux en même temps, sinon on vous entend pas. Non, mais depuis tout à l'heure, vous me coupez, donc là, je ne vais pas vous laisser. Je vais pas vous laisser. Laissez-moi finir. Vous me laissez Terminez ce que vous voulez dire, laissez-moi finir. Vous dites que la police républicaine française, elle ne contrôle qu'un certain type de personnes dans la rue. C'est pas ce que j'ai dit. Vous la connaissez. C'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit qu'il y avait 100 personnes sur la place, on n'a contrôlé que moi. Mais j'ai donné un exemple concret. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Alors, on ne va pas discuter. Elle m'a dit on va pas discuter d'un exemple. Laissez-moi terminer mon propos. Je vous ai parlé d'un exemple concret. Mais maintenant, quand on a la BAC qui se permet de venir dans un quartier, elle ne se permet pas de venir. Provoquer. C'est la force républicaine française. Non, c'est pas la force républicaine, s'il vous plaît. Le territoire on autorise aujourd'hui à la police française. On permet aujourd'hui à la police française de tuer. Dans le territoire pour déranger. Et on la protège. Je vous interromps tous les deux, puisqu'on était sur la comparaison. Depuis tout à l'heure, je vais interrompre. Coupe la parole à tout le monde, du coup. Mais puisque ne perdrez pas le fil, vous le connaissez par cœur. Puisqu'on parle de ça et qu'on compare avec les États-Unis, je propose de regarder. Il y a une des raisons pour lesquelles, notamment, la jeunesse n'aime pas beaucoup la police. Il y a la BAC, vous l'avez dit, on en reparlera. Et puis il y a les contrôles au faciès. Alors est-ce que ça existe, les contrôles au faciès? Regardez. Mathieu Zagrodzki, ça c'est le soupçon de racisme qui est permanent et c'est auquel faisait allusion elle-même Canouté. En tant que citoyen français, je précise. Alors moi je voudrais faire la jonction entre ce qui a été évoqué juste avant, justement le débat qu'on vient d'avoir sur l'impunité par rapport aux policiers et puis celui-ci sur les contrôles au faciès et en général les contrôles d'identité. On parlait de comparaison, la comparaison avec l'Angleterre est intéressante. En Angleterre par exemple, tous les décès suite à une intervention policière, y compris un décès survenu 2 jours après une garde à vue. Par exemple, un suicide qui se serait produit 48 heures après une garde à vue est comptabilisé. C'est-à-dire qu'on a un panorama, un tableau, peut-être pas complet, mais au moins existant, des situations où des personnes décèdent après une intervention policière. Ce n'est pas le cas aux États-Unis ni en France. C'est pas le cas en France. Depuis tout à l'heure, on a un débat entre une partie des intervenants qui disent il y a une impunité policière. Monsieur Moraes qui dit mais les policiers prennent très cher quand ils sont quand ils passent devant la justice pour des violences. En réalité, tout ça, on ne le sait pas. Par exemple, pardon. Ils passent jamais en fait. On le sait par des témoignages, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de données objectives sur la question. Vous pouvez confirmer ce qu'on dit quand même, puisque nous on passe pour les pour les énervés, mais continuez. De l'impunité judiciaire. Vous pour moi, pas monsieur. Vous. Laissez-le terminer. Oui, bon, il y a de l'énervement dans le public. Le public n'intervient jamais dans ces émissions. Globalement, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que si on regarde la plupart des cas ces dernières années, il n'y a pas beaucoup de condamnations. Il y a beaucoup de condamnations avec sursis. Villiers-le-Bel, par exemple, c'est une condamnation avec sursis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la police gagnerait à être transparente là-dessus. Pourquoi le ministère de l'Intérieur ne nous dit pas, voilà, il y a tant de plaintes par an, il y a tant de condamnations par an.
Depuis le début de la protestation contre la loi El Khomri, il y a, d'après ce que j'ai vu, 30-35 cas recensés par la presse, par différents militants, par différentes organisations de brutalité. Le ministère de l'Intérieur ne confirme pas le nombre de preuves. Sur les contrôles d'identité, c'est exactement la même chose. Il y a eu tout un débat finalement assez confidentiel qui a été confiné aux spécialistes, qui n'a pas tellement fait écho dans l'opinion publique sur le récépissé. En gros, l'exigence de certaines associations, notamment Stop le contrôle au faciès, c'était de dire, à chaque fois qu'une personne est contrôlée, on lui remet un récépissé pour démontrer que le contrôle a eu lieu. Aujourd'hui, on n'a pas de moyen de savoir, en France, combien de personnes sont contrôlées, et surtout, quels sont les résultats de ces contrôles. Parce qu'au-delà de la question du contrôle au faciès, du ciblage de certaines populations, moi j'aimerais bien savoir, sur tant de contrôles, combien on a de contrôles efficaces qui débouchent réellement sur quelque chose. Les Anglais, là encore, le comptent. En France, on n'a aucune idée. C'est un contrôle qui ne débouche sur rien, finalement, n'existe pas. Michel Floquet. Oui, en France, on s'interroge, on le comprend bien, mais aux États-Unis, c'est plus une question. Je voudrais juste vous raconter quelque chose qui existe dans toutes les familles noires aux États-Unis et qu'on connaît mal, y compris aux États-Unis, lorsqu'on n'est pas noir. C'est un petit rituel qui s'appelle the talk, la discussion. Et dans toutes les familles noires américaines, lorsqu'un jeune garçon arrive à l'adolescence, il est pris à part par ses parents à l'âge de 13-14 ans, qui lui disent attention, tu es en train de devenir un homme noir. Et être un homme noir dans ce pays, c'est dangereux. Donc, dès qu'un policier va te demander quelque chose, tu vas obtempérer, tu vas jamais résister, tu vas pas mettre ta main dans ta veste, dans les quartiers tu vas pas chercher dans la boîte à gants de ta voiture, etc., etc. Et c'est pas dans les quartiers populaires aux États-Unis que ça se passe. Eric Holder, qui était le ministre noir de la justice de Barack Obama, a reconnu que lui-même a eu cette discussion avec ses propres enfants. Donc c'est ça, une police raciste aux États-Unis. Voilà, ça n'est pas un sujet, si vous voulez, c'est une évidence. Mathieu Rigouste. Non, il se passe exactement la même chose dans les quartiers populaires de France. On peut discuter sur l'intensité. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait aussi parler de la prison, parce qu'en termes de machine de domination, de meurtre, d'écrasement des classes populaires... Mais c'est pas le sujet. Non, bah si, parce que c'est de la violence policière. Les matons en prison, excusez-moi, c'est de la police, c'est une forme de police. Et en prison, on compte autour, ça dépend des années, mais ça tourne souvent autour d'une centaine de suicides, morts suspectes par an, ce qui ajoute aussi. Mais en tout cas, on peut discuter d'intensité. Le fait est que le schéma est le même. On est face à des sociétés impérialistes. Quand on parlait d'état de droit, j'aimerais bien savoir qui a décidé pour le nucléaire, qui a décidé pour les guerres néocoloniales en ce moment, en Centrafrique, au Mali, partout où l'armée française intervient pour bombarder, massacrer, violer, etc. Et à quel moment il y a eu un pouvoir populaire qui a décidé ça? Bon, bref, je sais pas. En tout cas, on est dans des sociétés impérialistes. Ces sociétés impérialistes, pour fonctionner, elles ont besoin d'appliquer à l'intérieur de leur territoire une forme de socio-apartheid. C'est-à-dire une forme de ségrégation dans laquelle on va masser et enfermer et encadrer une partie des classes populaires, généralement la partie des classes populaires issues de la colonisation. Et pour maintenir ces formes de ghetto, eh ben, il faut de la police. Et il faut une police qui va produire de la violence, parce que les gens ne se laissent pas faire. Les classes populaires se laissent pas faire comme ça. Il suffit pas d'idéologie, etc. pour les soumettre. Il faut aussi de la force. Et généralement, ça ne suffit pas même à les soumettre. Et donc, on a bien un schéma. Peut-être qu'on peut discuter d'intensité si vous voulez, mais le schéma des sociétés impérialistes est le même aux États-Unis ou en France ou dans d'autres pays impérialistes. On a une police qui sert principalement, qui sert notamment à la ségrégation, au socio-apartheid et qui du coup développe une violence industrielle pour pouvoir faire tenir cette société inégalitaire. Michel Floquet, je vous donne tout de suite la parole. Le schéma est peut-être le même, mais la police n'est pas la même, croyez-moi. Aux États-Unis, les gens ont peur de leur police. Je pense que c'est pas le cas en France et il faut jamais que ce soit le cas. On a une police ultra militarisée. Le fond, c'est qu'on n'est pas dans les mêmes mondes là. Qui achète le matériel qui vient directement d'Irak et d'Afghanistan, hein, des engins blindés, des engins de guerre contre des manifestants dans les rues. Mais Jean Réas, je pense que l'incompréhension qui anime le débat parmi quelques personnes, c'est la responsabilité de l'État. C'est-à-dire qu'on fait le mystère autour de l'action policière. Si on rend le travail du flic, si on le rend transparent de A à Z, et il n'y a aucune raison, à part le secret des enquêtes, etc., il n'y a aucune raison que ce ne soit pas transparent. À ce moment-là, on va vaincre ces incompréhensions qui existent. Et qu'est-ce qui n'est pas transparent, alors, d'après vous, Georges Marias ? On parlait tout à l'heure des blessures. On entend M. Cazeneuve parler des blessures des policiers, et on n'entend pas parler des blessures des casseurs. Je veux dire, c'est vrai. Il faut dire les choses. Donc, il faudrait que tout soit transparent. C'est pas difficile. Il y a les fameuses statistiques. Quand il y a une manifestation, si vous me permettez juste de dire un mot, quand il y a une manifestation aujourd'hui, il faut faire évoluer le maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'on a des moyens de communication. Enfin, au Canada, quand même, quand il y a des manifestations, il y en a eu il y a quelques années des manifestations fortes, importantes. Je veux dire, les réseaux sociaux sont traités, c'est-à-dire les policiers
avise les gens par Twitter, ça va se passer, attention, maintenant ça dégénère, les manifestations pacifiques doivent se libérer parce que nous allons charger, etc. Il y a une communication par les réseaux, et en plus les policiers, et ça va pas perdre à mon ami Delage, ont tous un matricule dans le dos. Alors en effet, ce que dit Georges, évidemment que le matricule, ça ne me plaît pas, puisque nous avons voté contre, mais aujourd'hui, malheureusement, je l'assume, puisque je suis opposé à ce système, qui d'ailleurs, si j'entends ceux que je fréquente, quand il y a eu ces discussions d'associations avec des policiers dont je faisais partie, et d'associations que vous avez citées tout à l'heure contre le contrôle, pour moi, dit au faciès, ils ne sont pas plus satisfaits par l'apparition du matricule sur les uniformes. Pour eux, ça n'a rien réglé, pas plus que par la plateforme de délation, ça n'a rien réglé non plus. Donc, et le récépissé, je pense que ça n'aurait rien réglé non plus, mais en tout cas, ils réclament toujours ça. Moi, j'ai deux remarques, si vous le permettez, Frédéric Tardé, de fond. Je voudrais juste dire que j'entends beaucoup parler de classe populaire. Moi, je viens de classe populaire, de classe très populaire. Pas du tout. Pas du tout. Ça fait pas très longtemps. Et la plupart des jeunes gardiens de la paix, et la plupart des policiers viennent des classes populaires, viennent de ces quartiers que vous qualifiez, vous, de populaires. Non, c'était dans les années 50, 60, ils viennent des classes populaires. Oui, mais bientôt, vous allez nous apprendre la vie. Mais vous avez raison. Mais moi, je vous invite à venir voir les jeunes, d'où ils viennent. Et ça, c'est sur l'aspect social. Ensuite, ils viennent d'où, ces jeunes? La plupart sont d'origine, avec des parents ou des grands-parents d'origine maghrébine. Ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont d'origine maghrébine et ils forment la police nationale républicaine française. Je vous invite aussi, si de temps en temps ça ne vous choque pas trop d'aller voir un policier de près, ça vous fait pas trop peur, vous pouvez en voir et vous verrez qu'il y a des noirs, qu'il y a des blancs, qu'il y a d'origine maghrébine. Ah, voilà. Alors là, on vient au vrai débat. Et là, vous venez au vrai débat. Pour vous, ça reste un policier. Donc, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit maghrébin, pour vous, à partir du moment où il est policier, c'est un traître à la cause. C'est un traître à la cause. J'ai parlé de trahison? Non, mais c'est moi qui en parle. J'ai parlé de trahison. Ça reste un policier. Donc pour ça vous, reste un policier il ne et le pas corps de savoir policier d'où il vient est très mal éduqué. Et où il va, c'est de savoir qu'il est policier. Le ça, corps pour policier vous, est très mal éduqué, monsieur. C'est insupportable. Le corps policier moi, je est très mal éduqué. Je suis très fier de ces jeunes qui viennent des quartiers Ce sont de des toutes policiers origines qui et de ne nous toutes protègent couleurs pas. et qui composent la police française malheureusement, et qui sont majoritairement adhérents chez moi. Vous parlez tous les deux en même temps, on ne vous entend pas. Maragoyer. Mal éduqué, très mal formé. Laissez parler des filles. Remettons en question la formation. Ça va. Maragoyer, il y a peut-être un sujet sur lequel on peut être d'accord, comme avec monsieur d'ailleurs, parce que parfois la justice ne nous convient pas, on trouve qu'elle n'est pas assez sévère, vous voyez. On peut être d'accord sur la justice. Vous avez dit Maragoyer. Si on peut en placer une. Non mais depuis tout à l'heure, je me fais couper, madame. Arrêtez de faire la victime, s'il vous plaît. Mais vous l'avez dit, mal éduqué, mal formé, on a bien compris, Maragoyer. Voilà, non, mal formé, par exemple, je me souviens quand j'étais professeur en Seine-Saint-Denis, j'avais discuté avec un policier qui avait à peu près un âge équivalent du mien, et il avait regardé comme ça ma liste de classe, ce n'était pas un contrôle ni rien, c'était une discussion comme ça, et il m'a dit « Ah mais vous avez un tel et un tel dans votre classe, mais comment vous faites? Moi avec un seul, j'y arrive pas. » Et je crois vraiment là que les policiers s'y prennent pas très bien avec les jeunes parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont mal formés, parce qu'on leur a pas appris ce que c'était que l'autorité. Ils ont une autorité à l'ancienne, martiale, brutale. Ils sont jeunes aussi, madame. Oui, bien sûr, mais comme les profs, mais nous, les profs, on a compris. Souvent très jeunes. Et je pense qu'ils devraient peut-être voir comment l'autorité évolue aujourd'hui dans les familles, dans l'éducation, et évoluer eux aussi. Et évidemment que les réactions des jeunes policiers parfois rappellent des réactions de jeunes profs qui se mettent à être ultra violents, mais jamais aussi violents, quand même, ou qui pètent les plombs. Mais il n'empêche que ça se forme des gens qui sont confrontés à la violence et ils ne sont pas assez formés, ça c'est évident. Je suis un peu embarrassée par le choc des discours un peu totalisants, parce que si on vous suit, effectivement, toute violence est légitime. Et c'est embarrassant aussi, je suis sûre que si on discutait un peu plus avant, vous n'iriez pas jusque-là. En même temps, si on vous suit, tout état de droit est figé. L'état de droit, c'est pas quelque chose qui existe de toute éternité. On sait très bien qu'il y a un autre problème dans la police, en France, c'est que la culture du chiffre, elle fonctionne uniquement dans un sens, au niveau des interventions, et pas dans l'autre sens, au niveau des bavures de la police qui existent aujourd'hui, qui doivent être prises extrêmement au sérieux. Bon, j'ai connu des gens, effectivement, en Seine-Saint-Denis qui ont fait un travail extraordinaire. Quand j'étais moi-même prof d'IUFM, je faisais intervenir quelqu'un dans les quartiers pour dire aux profs qu'est-ce qu'on fait si un élève sort un couteau dans la classe, et qui le disait, et qui donnait effectivement des moyens. J'ai connu ces policiers-là dans les quartiers. Donc on ne peut pas caricaturer, mais il est vrai qu'il y a quand même un problème dans la police. L'état de droit, il ne fonctionne que si on le fait fonctionner. Il n'est pas comme ça gravé dans le marbre.
la justice, là, l'avocat qu'on a vu, qui combat, il y a des avocats qui combattent dur, là, pour les délits faciels, font exister l'état de droit. On ne peut pas se reposer en disant nous sommes en République, ça va marcher tout seul. L'état de droit, il fonctionne sur la séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs. La police n'est pas l'armée. La police n'est pas l'armée. La police n'est pas la justice. Et il faut que la police accepte que la justice, de temps en temps, vienne la brider. Et il faut aussi que, évidemment, il y ait les mandats de l'exécutif. Tout le problème vient de ce qu'en France, pour des raisons historiques, la police est liée à l'exécutif. Hein, c'est la fondation de la police. Ce n'est pas le cas de toutes les polices, ni de la tradition allemande, ni de la tradition anglo-saxonne. C'est une police nationale. Vous pouvez reconnaître. C'est pas seulement national. Que l'état de droit est injuste. C'est pas seulement national. Qui nous protège de la police? Je peux pas Qui nous protège de la police? Vous avez un corps syndical. Nous, citoyens lambda, on a un syndicat. On n'a pas de syndicat. On est censé être représenté par des cols blancs qui sont incapables de nous montrer l'exemple, qui sont capables de nous protéger de la mauvaise police. Donc vous êtes capable de reconnaître ça. Et deuxième question, et là j'espère que vous allez pouvoir y répondre, vous appelez à manifester le 18. Vous êtes soutenu par la LDJ, un groupe d'extrémistes de droite, sionistes. Vous êtes soutenu par les identitaires. Les identitaires. C'est nouveau. Ah, c'est nouveau? Vous me permettez de vous répondre? Non, vous êtes soutenu. Vous acceptez ces soutiens? Posez vos deux questions et il y répond. Pour la LDJ, qui en 2002 a poignardé un commissaire. C'est quand même étonnant d'accepter leur soutien. Et pour l'extrême droite, dernièrement, une personne, Jean-Claude Delage, Derman, a été condamné pour vente d'armes. Et certaines de ces armes ont malheureusement tué la jeune policière pendant la période des attentats de Charlie. Mais si vous alors, Jean-Claude Delage, vous répondez. Vous ne prenez pas position et vous ne refusez pas leur soutien. Mais non, mais attendez, si vous voulez que je vous réponde... C'est quand même grave. Et c'est le répondre. Voilà, en fait, c'est vous qui me coupez toujours la parole. Depuis tout à l'heure, vous m'avez coupé 3 fois la parole. Ah mais non, mais moi, allez-y. Je reprends le dessus, j'ai le droit de reprendre le dessus quand même. Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai l'occasion de prendre le dessus sur la police. Je voulais juste vous faire rire, force doit toujours rester à la loi. Mais juste, riez, ne vous inquiétez pas. Alors répondez, Jean-Claude Delage. J'essaie de vous répondre. Sur le premier point, je ne sais. Moi, l'état de droit, c'est un état de droit, ça veut dire que tout le monde peut se défendre. Donc vous me demandez s'il y a un moyen pour un citoyen lambda de se défendre s'il estime qu'il a été victime, par exemple, d'un usage de la force illégitime, parce que l'usage de la force légitime, c'est même le job de la police quand c'est nécessaire, vous voyez. Alors oui, il y a des moyens. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des tas de moyens pour un citoyen. Il y a le défenseur des droits, il y a les inspections de la police nationale, il y a les magistrats, il y a les tribunaux, et vous pouvez avoir des avocats gratuitement. C'est d'ailleurs le cas. La preuve, journaliste. Oui, gratuitement. Généralement, quand on est des avocats gratuitement, la qualité de la défense. Si vous estimez qu'ils sont pas bons, c'est. Mais vous avez des avocats gratuits puisque vous avez le syndicat, vous avez les sous, vous avez les moyens. Vous me demandez de vous répondre, mais vous voulez pas. On va pas non plus finir l'émission sur votre échange. Ça, c'est la première réponse. Quant à la deuxième réponse, moi, je suis secrétaire général d'un syndicat de police qui représente plusieurs dizaines de milliers de policiers. Franchement, j'ai besoin du soutien de personne pour organiser une manifestation. En 3 ans, j'en ai organisé 3 avec 10 000 policiers, tout seul, Alliance Police Nationale dans la rue. Donc ceux qui viennent, moi j'ai appelé non mais laissez-moi finir, je voulais avoir des réponses. Moi, et vous regarderez mon parcours, et je le dis à la télévision comme je l'ai dit partout, j'exècre les extrêmes, que ça soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et tous ceux qui me connaissent et qui connaissent mon parcours ne pourront jamais me coller sur le dos une complicité que vous supposez, vous, avec l'extrême droite ou avec l'extrême gauche. Donc pour moi, ce parcours, il est très clair. Si pour vous avez la complicité des policiers criminels. Je vous réponds. Pas plus, il n'y a pas de policiers criminels, sinon ils sont condamnés, ils sont en prison. Je vous réponds. Le 18, vous êtes le bienvenu, parce qu'on a appelé la population républicaine de ce pays à venir apporter son soutien à la police. Il n'y aura pas d'écharpe, il n'y aura pas de slogan associatif, et s'il y en a, notre service d'ordre, voire la police nationale, fera en sorte que ça n'apparaisse pas. Maintenant, si des gens veulent appeler à soutenir la police, bien écoutez qu'ils appellent, et j'aimerais bien que vous le fassiez, ça me rendrait service. Non, moi par contre, j'appellerai aux citoyens français de venir se mettre debout face à une police indigne. Oui, mais on sera debout nous aussi, comme ça. Avançons dans le débat. Il y a également aujourd'hui, depuis quelques jours, des pétitions contre ce que certains appellent un permis de tuer. Alors qu'en est-il exactement? Est-ce que là aussi on va vers les Américains ou pas? Regardez.
Le permis de tuer, c'est justement une expression qu'on emploie aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, c'est l'évidence, hein, si vous voulez. On a montré quelques exemples. Mais il y a un truc, pour être très concret, il y a un truc qui marche aux États-Unis, qui a été expérimenté dans pas mal de forces de police locales, c'est la caméra que les policiers sont obligés de porter, qui filment absolument en permanence tout ce qu'ils font. C'est pour ça qu'on avait des images tout à l'heure à montrer. Oui, oui. Et là, si vous voulez, d'un seul coup, on verse au dossier. Je veux dire, s'il y a discussion, s'il y a doute, un élément qui est qui est ce qu'il est, mais enfin qui est irréfutable. Et je comprends pas d'ailleurs, pardon monsieur, pourquoi vous avez évacué comme ça l'histoire du matricule dans le dos, parce que tout ça, non mais ça, oui d'accord, mais c'est pas une réponse. Non mais attends, j'ai compris que si vous l'avez évacué, c'est que vous êtes contre. Mais c'est pourquoi. Attendez, non mais attendez, s'il vous plaît, 2 secondes. Michel Floquet. Non mais attendez, 2 secondes. La caméra ou le matricule dans le dos, je suis pas un spécialiste de la police, vous l'avez compris. La caméra ou le matricule dans le dos, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, à mon avis, qui va dans le sens de la responsabilisation et surtout qui évite ensuite le débat stérile. Qui a commencé, qui a fait quoi, etc., etc. Et aux États-Unis, en tout cas, et j'en termine avec ça, partout où ça a été expérimenté, ça donnait des résultats excellents et une amélioration très sensible des rapports entre la population, les populations et les forces de police. Mathieu Zagrodzki. La police française en a acquis un certain nombre, je crois 700, sur les 3 ou 4 dernières années. Il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que le policier l'active quand il veut. Oui, c'est pas, évidemment, c'est ridicule. Ça n'enregistre pas en permanence en France. C'est au policier de l'activer quand il estime que c'est nécessaire. Donc vous voyez bien les problèmes que ça peut poser en termes de preuves. Deuxième chose, tous les 3 mois, le ministre de l'Intérieur nous annonce ça va être généralisé, ça marche super bien. À chaque déplacement, en fait, dans un commissariat, il nous dit c'est formidable, les effectifs de terrain sont contents, ça fait baisser les tensions. Mais c'est pareil, il n'y a aucune évaluation. C'est-à-dire quand il dit ça marche, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a moins de violences policières, il y a moins de plaintes contre la police, il y a moins de plaintes abusives. Là encore, on gagnerait à être un peu plus transparent et à dire exactement ce qui se passe, au lieu de faire des effets d'annonce qui, au fond, ne reposent sur aucune réalité tangible. Georges Moréas, sur ce sujet? Oui, enfin sur les caméras, je suis entièrement d'accord. Je veux dire, si elles ne fonctionnent pas en permanence, ça ne sert à rien, absolument. Sur l'armement, sur le permis de tuer, comme disent, qui n'existe pas en France, heureusement, c'est-à-dire la demande de certains syndicats de police, c'est de passer outre à la légitime défense. La loi qui a été prise, contrairement à ce que dit le journaliste tout à l'heure, ça facilite pas c'est rien du tout. C'est un genre de jeu de mots qui veut absolument rien dire et qui va prendre le flic au piège s'il croit qu'il va pouvoir utiliser son arme. En fait, à notre époque, un policier ou un gendarme doit avoir 2 cerveaux. Mais dans les écoles de police, on doit lui enseigner 2 cerveaux. Un cerveau pour la police normale et un cerveau pour la police antiterroriste. Parce que on a ce tort en France de tout mélanger, dans les lois d'abord, et de faire de la criminalité et du terrorisme le même combat. Or, c'est pas du tout pareil. Quand un flic se trouve en face d'un terroriste, je veux dire, il n'a pas à se demander s'il a le droit de tirer ou pas tirer. C'est des conneries, il tire, point barre. Je veux dire, mais s'il se trouve dans une situation de la vie courante, même s'il se trouve en face d'un braqueur, il doit appliquer la légitime défense. C'est son métier. Je veux dire, s'il prend des risques, c'est son métier. S'il n'y a pas de risque, le métier ne vaut plus rien. C'est pas intéressant. Je veux dire, donc, il y a 2 phases différentes, le terrorisme et la criminalité. Et il faudrait qu'en France, un jour, quelqu'un nous dise, on sépare bien les 2 choses. On prend des lois d'exception pour lutter contre le terrorisme. On ne prend pas des lois d'exception pour lutter contre la criminalité. C'est pas vrai. Mathieu Rigouste. Oui, je veux dire, l'expression permis de tuer, elle est utilisée en France et justement, elle parle de l'impunité policière mise en place par la justice. Il y a un livre qui s'appelle Permis de tuer, qui est très intéressant pour tous les gens qui s'intéressent à ça et qui auront du concret, du coup, qui pourront un peu faire eux-mêmes leur analyse. Il y a quelqu'un dans la salle qui s'appelle Amal Bentounsi, qui fait partie du collectif Urgence, notre police assassine, et qui aurait énormément de choses, je pense, à dire sur tout ça, parce qu'elle est très concernée. Mais moi, j'aimerais bien lui donner mes 2 minutes de parole. Je propose que tout le monde peut se rendre sur le site internet, mais dans la règle de cette émission, c'est que le public n'intervient pas, il n'applaudit pas, il crie pas, il siffle pas. C'est un public neutre. Non, mais je laisse mon temps de parole, par exemple. Non, mais il n'y a pas de temps de parole, Mathieu Rigouste. Je suis navré, et simplement, voilà, il y a des sites internet, donc on continue à 8. Oui. Jean-Claude Delage. Bon, je pense qu'il doit y avoir un certain nombre de personnes ce soir qui, lorsqu'ils entendent qu'on a autorisé à déposer un nom, une marque,
qui est la police assassine. En tout cas, bon, vous voyez... on ne va pas en débattre parce que sinon... non, voilà. Il y a eu un procès du ministère de l'Intérieur, il a perdu. Oui, mais le ministère de l'Intérieur peut perdre des procès. Hein, Oui, mais peut-être que vous allez Effectivement, c'est une association Voilà. loi de 1900. C'est une réalité. Voilà. Donc on peut s'interroger quand même sur ce type de titre. Voilà, c'est tout, c'est ce que je dis. En tout cas, moi, je le condamne. Ensuite, sur la légitime défense, je rejoins assez ce qu'a dit Georges Moréas, même si, et j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour Georges, mais il est un peu aussi déconnecté. C'est-à-dire que la police qu'il a connue avec des braqueurs, des grands voyous, dont on va peut-être parler avec l'affaire Néré, ce n'est pas ce que vivent au quotidien nos collègues. Aujourd'hui, lorsqu'un individu vient de tuer des personnes, que l'arme est baissée et que vous êtes en face, vous ne pouvez pas tirer. Et vous ne tirez pas parce que vous avez peur d'aller chez le juge et vous avez peur d'être condamné. Les affaires de terroristes dont on a parlé, les policiers, lorsque les terroristes partent et qu'ils sont de dos, ne tirent pas parce qu'ils n'ont pas le droit et parce qu'ils ont peur d'être condamnés. Donc nous, ce que nous demandons, nous, à Alliance, ce n'est pas évidemment un permis de tuer, c'est simplement d'harmoniser le cadre de la légitime défense pour les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, qui ne peut pas aujourd'hui, compte tenu de la violence de la société, être le même que la légitime défense qu'on applique aux citoyens lambda. Voilà tout ce que je dis. Hélène Leuillet, et écoutez, tout de suite après, Georges Moréas. Vous ne trouvez pas problématique Bonsoir. quand même qu'à l'heure où il y a quand même un danger réel, qui est le danger djihadiste, qui doit bien rigoler en ce moment, là, vous trouvez que l'ennemi, ce sont les casseurs, qui n'ont Non, j'ai quand pas même dit ça. rien à voir. Bah, J'ai pas dit oui, ça. mais cette Tout à l'heure, j'ai la dit c'est un manifestation, ennemi. la manifestation du 18 C'est un mai ennemi. est quand même motivée par cela. C'est un ennemi des citoyens français, c'est pas mon ennemi à titre personnel, vous voyez ce que je veux dire. Le policier pourquoi la français, il ne se manifestation, lève alors, pas je le matin comprends. en se disant, tiens, aujourd'hui, je me languis de voir un casseur parce que ça, je vais me le payer, c'est mon ennemi. Non, le policier français, il se dit simplement, il y a des djihadistes, il y a des terroristes, il y a des casseurs, il y a des braqueurs, il y a des trafiquants de drogue, il y a des violeurs. Et tout ça, mon job de policier, c'est de faire en sorte que les gens, je dirais, de ce pays, quelle que soit leur origine ou leur condition sociale, vivent en paix. Et notre job, c'est de présenter à la justice ces gens-là. Voilà ce que c'est notre job. Alors- Et on ne se lève pas le matin en ayant à l'idée d'aller se faire un casseur. Vous voyez. Terminé, Hélène Leuillet. Je crois que ce sont quand même des choses très différentes. D'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes unités qui sont dépêchées quand il y a... Aujourd'hui, les primo-intervenants sur l'affaire dont on a malheureusement parlé du mois de janvier ou du mois de novembre, les primo-intervenants, ce sont des gardiens de la paix, en particulier des BAC, des gardiens de la paix, et qui arrivent sur les lieux et qui aujourd'hui sont les primo-intervenants face à des terroristes armés de Kalachnikov ou de braqueurs armés de Kalachnikov, Bien qui sûr. peut nous autoriser, nous, à avoir de temps en temps des armes qui soient à peu Écoutez, près à la hauteur des leurs. Des Dans- Kalachnikov vendus par vos indiques. Hélène Leuillet. Dans l'urgence, Là, ça effectivement, devient c'est le travail de la grotesque, ce que vous police dites. Non, non, d'arriver, c'est documenté, effectivement. ça. Mais ensuite, Ouais, il y a mais le bien relais sûr. d'autres unités plus spécialisées. Vous pouvez pas mettre quand même sur le même plan des casseurs et des djihadistes. Ça, c'est pas Je ne les possible. mets pas du tout Il y a- sur le même plan. Bah oui. Pas du tout. Je dis Mais alors, simplement pourquoi que force doit Vous avez rester à proposé la loi. d'utiliser dans l'état tous les d'urgence cas. contre les manifestants. je quand même. Ah, mais ça, il faut comprends demander on va être au C'est un moins état d'accord d'urgence qui a- sur un qui a été point. décrété On va- contre le il faut- terrorisme, c'est Cette ça question-là, il faut la Vous avez poser. proposé de Non. l'utiliser contre les militants, contre les manifestants. Non, Qui j'ai sont- proposé de les utiliser, comme d'ailleurs vous Non, mais auriez c'est dû, intéressant, il faut vous auriez que dû les le gens dire s'en vous-même, puisque ça a été utilisé dans le cadre de la COP 21. Non, j'ai pas Moi, je terminé, dis quand même. simplement que des casseurs connus, identifiés, voire condamnés, qui arrivent sur des manifestations pour inciter d'autres jeunes, souvent faibles, qui ne sont pas encore connus des services de police, ceux-là, on pourrait en effet les assigner à Oui, résidence. alors, je Ça disais que- faciliterait Alors, Très la grave, vie mais de ils tout ne le font que monde. casser quand même. Alors, Il je nous dis fait- que la Hélène tolérance- Leuillet. C'est pas Quand du on dit terrorisme. casseur, les c'est ultra gendarmes. violent. Oui, Dans c'est le- ultra dans violent. Vous le- C'est avez pas vu des quand même. terroristes. Non, mais Les il y a Black une Blocs, hiérarchie. vous croyez que les Black Blocs, par exemple, sont Non, des Ce n'est pas des des djihadistes. enfants Ça n'a tranquilles? rien à voir Si avec vous des abolissez djihadistes. J'ai pas dit ça. Mais il l'a pas dit non plus. Ils ne tuent pas. Voilà. Non, j'ai pas dit Mais ça. Hélène Leuillet, terminé. Si les gendarmes, là, dans le petit reportage qu'on voit, le gendarme, on fait la différence avec le policier, c'est parce qu'il y a cette tradition, bon, qui est en train d'être changée aujourd'hui, mais quand même, Mais elle est pas bonne, d'affiliation leur légitime avec l'armée. défense. Elle n'est pas meilleure que la nôtre. La différence avec l'armée et la police. Là où je rejoins Mathieu Rigouz avec des tout petits points, c'est quand même que si, dans l'état de droit, on ne fait pas respecter cette différence entre l'armée et la police, c'est pas ça pour dire du tout à mal fait de d'accord, l'armée, ça. mais qui a sa fonction propre. Oui. Et que si, dans les manifestations, on envoie la police et pas l'armée, ça devrait être pour une certaine raison, Mais que ce c'est- n'est pas l'armée parce que et c'est que pas leur le job. rapport à l'interdit, le rapport à la levée de l'interdit de tuer n'est pas le même.
Et que ça, c'est très Et important. l'armée n'a pas le droit de tuer. L'armée Non, est mais- en soutien de la police Non, sur mais le territoire national. L'armée, c'est pas son job. C'est pas son job. On est d'accord sur ça. Georges Moréas, vous vouliez rajouter quelque Les chose? militaires de Vigipirate sont prévus dans la nouvelle loi pour Voilà. la légitime défense. Donc ils ont, comme les policiers, le droit d'utiliser leur arme. Et heureusement qu'ils sont là. Alors, je vous propose de passer justement à l'affaire Néret, puisque là aussi on en a beaucoup parlé. Michel Néret, regardez. Georges Moréas, ça c'est la police que vous connaissez. Justement, puisque la police est au centre du débat et qu'on parle de rapport d'amour-haine, voilà un cas, Michel Néret, qui est passé au grand amour et à la haine ensuite. Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de policiers qui le haïssent, ça m'étonnerait. Je veux dire, parce que on comprend ce qu'il a fait, même s'il a fait des conneries, je veux dire, on le comprend très très bien. Il est arrivé à la brigade anti-gang de Lyon quand je partais de la brigade anti-gang de Nice. Donc on s'est croisés quelque part au milieu de la France. C'était un flic remarquable. Si au cours du procès, je suis allé une fois ou deux au procès pour assister, hein, pas du tout pour intervenir, je veux dire, si au cours du procès, il étale devant les juges, devant les présidents, son bilan de flic de police judiciaire, c'est remarquable. C'est certainement le flic à qui on doit le plus d'arrestations, le plus de saisies de drogue, etc. Alors à un moment, il a déconné parce que la police, c'est pas un système binaire. Je veux dire, il n'y a pas d'un côté le flic, de côté l'homme. Je veux dire, c'est un métier qui prend complètement le bonhomme et qui fait qu'un. Et donc lui, il s'est laissé aller à des amitiés qu'il aurait dû éviter, mais que sa hiérarchie ne lui a pas mis les bâtons dans les roues, sa hiérarchie a laissé faire. Je veux dire, sa hiérarchie est aussi coupable que lui de l'avoir laissé embarquer dans des histoires à la con, je veux dire, rouler dans des voitures de sport, se payer un voyage au Maroc, etc. Je veux dire, c'est pas un enrichissement personnel, ce sont des faits de faiblesse vis-à-vis d'indicateurs qui sont devenus des amis. Voilà. Margoyer, sur ce sujet? Non, mais je trouve que pour une amatrice de faits divers, Michel Néret, il est parfait, quoi. Et on a envie de faire son iconographie de son costume, sa frange, la couleur de ses cheveux, sa barbe. Enfin, en plus, c'est un fait divers comme on aime, avec un comble, le justicier qui se met à devenir corrompu. Donc, oui, c'est une histoire touchante. Je suis d'accord avec vous. Je suis pas morale, hein, là. Mais... Et pour vous, Hélène Leuillet? C'est le contraire dans l'histoire. Hein. C'était les anciens bagnards qui devenaient policiers, jadis. C'est l'anti-Jean Valjean. Le contraire. C'est un fait de structure, hein, en même temps, de la place de la police entre l'État et la société. Fait que bon, les policiers sont pas Sherlock Holmes. Hein. Les enquêtes, elles ne se déduisent pas comme ça de la logique des indices, mais la plupart du temps par des indices et par de la délation. Donc, effectivement, quand on va un petit peu trop loin dans cette composition avec le réel, dans ce rapport aux indices, qui effectivement est couvert par l'instance mandatante, parce que comment faire pour résoudre les enquêtes, hein, ça vient pas comme ça. Et puis à un moment donné, ça dérape parce que ça va trop loin, parce que c'est le piège du rapport humain, je demande, du copinage qui est nécessaire, mais qui à un moment donné laisse entraîner. Et c'est un fait de structure, c'est sûr qu'il n'a pas su s'arrêter, il a été pris par le charme qu'il exerçait sur ses indices. C'est un point final à une époque. Absolument. Ouais. Michel Floquet? Oui, moi j'ai vu ça en observateur, mais je crois que qu'un policier paye des indices, c'est un faux débat. Le problème, c'est quand les indices payent le policier. Et dans cette affaire, quand même, j'ai cru comprendre que le vrai problème, c'est ça. On a passé beaucoup de temps à parler du fait que c'était un super flic, bien sûr. Alors il côtoyait les voyous, il les payait, etc. Bah oui, bon, il faisait son job, d'accord. Mais là où ça va plus, c'est quand c'est les indices qui le payent, quoi. Enfin bon, c'est quand même ça le problème. Non, ça c'est vous qui le dites, mais c'est pas dit au procès. Il a accepté accepté des cadeaux. Il a reconnu qu'il a accepté des cadeaux. J'en sais pas plus, j'ai cru comprendre. Jean-Claude Delage? Oui, non, alors moi, évidemment, ça va étonner personne, qu'on soit flic ou simple citoyen. Je crois énormément à la présomption d'innocence. Michel Néret, c'est un grand flic. Je ne le connais pas personnellement. C'est reconnu par tous les collègues qui l'ont côtoyé comme un grand flic. Et pour aller, je dirais, un peu à contrario de ce qui a été dit avant, ça prouve une chose. C'est qu'on peut être un très grand flic et qu'on peut se retrouver devant la justice. Et que donc, dans le système que dénonce monsieur en face, il y a une justice, il y a aujourd'hui un procès. Si Michel Néret est condamné, eh bien il paiera. Et s'il n'est pas condamné, à ce jour, on peut peut-être encore un peu le considérer comme présumé innocent. Mathieu Rigous? Moi, je dirais que toutes les grandes affaires comme ça, mais ça va jusqu'à l'affaire Elf, etc., c'est des conflits entre des fractions de classe à la tête d'un système. On en sacrifie un, comme la BAC de Marseille à un moment, pour cacher
le dessous de l'iceberg. Et en l'occurrence, Je vous rappelle que la ce qu'a fait base de Néret, laisse-moi sécurité, terminer. Au moment blanchi Ce qu'a fait Néret, administrativement et c'est réintégré. possible de le faire parce que le système de la police Marseille, fonctionne comment comme ça. c'est payé, hein. La police est structurellement organisée sur la possibilité des illégalismes, et ça depuis le 19e siècle, ça vient d'être dit. On recrute des bandits, on recrute des voyous, on a des indiques, etc. On le voit, c'est dans la police judiciaire notamment, mais aussi en fait dans la BAC, parce que la BAC fonctionne sur le flagrant délit. Du coup, la BAC, par exemple, laisse faire des choses. Elle-même, elle organise des points de fixation dans certains quartiers. Elle laisse exister des lieux où on va pouvoir, où ça va vendre, où il va se passer plein de choses, soi-disant pour surveiller, mais on trouve des affaires. Il y en a une à Toulouse, par exemple, où en fait on va avoir une guéguerre entre la PJ et la BAC parce que la BAC protège son point de fixation. C'est-à-dire qu'en fait, même on se retrouve avec des fonctionnaires de police qui business directement. Et du coup, je crois que Néret, comme plein d'autres choses, est le sommet de l'iceberg d'un système de police qui sert avant tout les classes dominantes. Je ne regrette pas d'être venu parce que j'ai entendu de belles histoires très bien racontées. Almami Kanouté, il reste une minute à chacun en conclusion dans ce domaine. Scénario, je pense, pour monsieur, puisque Monsieur Néret, c'est le genre de personnage qu'on va effectivement voir au cinéma ou dans des séries comme The Shield ou The Wire. Et effectivement, oui. J'ai l'impression que voilà, c'est le super flic. Je pense qu'on dit le beau gosse dans la police. C'est un beau mec, donc Ça peut arriver, hein. qui a fait tomber des gros bonnets, mais en échange de certaines informations. En général. Oui, Oui, en voilà. général, c'est l'inverse. Mais j'aimerais revenir à une certaine réalité, c'est que je pense que M. Néret, s'il s'est permis de certains excès, c'est qu'au-dessus, on a aussi fermé les yeux. Et je pense qu'au-dessus, j'aimerais mettre le projecteur sur ceux qui vous donnent les ordres. Et je vais devoir faire une comparaison peut-être qui va vous déplaire. Mais on dit que quand un chien est mauvais, il faut regarder le maître. Et le maître, pour moi, c'est le col blanc. Et les cols blancs, nos cols blancs, sont très mauvais. Donc on a une mauvaise police. Mathieu Zagrodzki, conclusion provisoire de ce débat, bien entendu. Oui, c'est une conclusion intéressante de parler de Michel Néret. Et puis alors vous avez cité The Wire, moi qui est ma série préférée de très très loin. Je trouve qu'elle tue un peu notre job d'enseignant dans ce domaine-là parce qu'elle dit beaucoup de choses. C'est que finalement on sort de ces représentations super simplistes du flic héros, de ces séries qui nous montrent un crime au début, une enquête, une résolution à la fin. La police, c'est beaucoup de gris, c'est ni blanc ni noir. C'est on ferait avec certains milieux, c'est compliqué. Ça dure longtemps, les enquêtes. Ça dure très très longtemps, exactement. Et voilà, c'est finalement la leçon que je retiens de cette histoire. Maragoyer. Ouais, c'est à peu près la même chose. C'est que là, on a des affaires d'humains, et c'est pour ça que je reviens à mon histoire de casque, même si vous m'avez totalement convaincu, et de casseurs cagoulés. C'est que voilà, on revient à l'humain dans tout ça et à la perte de contact entre les gens. Georges Moréas. Pour sortir de l'affaire de Michel Néret, je veux dire, du débat, il ressort vraiment que on voit qu'il y a une incompréhension de tous les côtés, suivant comment on envisage la police. C'est donc bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système actuel. Je veux dire, il y a un moment, il faut remettre les choses à plat et dire comment on va organiser la police. Je crois que le syndicat de l'âge veut une réorganisation de la police. Et ben moi, je suis d'accord, il faut réorganiser la police et la rendre transparente, faire une police qui fonctionne au vu de tout le monde. Et c'est réglé, je veux dire. Mathieu Rigouste. Moi, je crois qu'il faut changer complètement de société et que c'est quelque chose comme ça qui est en cours en ce moment dans les rues, que ça peut ouvrir sur une grève générale, sur plein de choses. On peut découvrir qu'on est capable d'organiser autrement, de s'auto-organiser pour créer une société d'entraide, de partage, de solidarité. Et à ce sujet, il y a une manif à Rennes demain contre les violences policières et le 18 mai pour si les gens pensent différemment de la police, par rapport à l'appel du 18 mai à République, il y a un appel aussi à 11h à se retrouver là-bas et un appel aussi à venir après pour venir expliquer et occuper la place, occuper la ville, pour montrer que la ville et cette vie et cette société appartient au peuple en réalité. Jean-Claude Delage. Oui, alors je vais rejoindre monsieur sur un point, c'est qu'une société de partage et de fraternité, ça je le partage entièrement, comme d'ailleurs je le pense tous les policiers français. Ensuite, si vous voulez, là où je suis peut-être un peu moins d'accord en tant que citoyen, hein, au-delà d'être policier, c'est que si le partage, ça veut dire on prend aux uns, j'ai pas dit que vous avez dit ça, mais si on prend aux uns pour éventuellement garder soi-même, ça c'est vrai que je le partage beaucoup moins. Ce que je veux dire, c'est que la police nationale aujourd'hui, je le répète, elle est républicaine, elle est diverse
et elle n'a pas pour vocation de créer des injustices, elle a pour vocation de faire en sorte que tout le monde dans ce pays, quel que soit son niveau social ou sa couleur, vive en paix. Et en tout cas, moi, très fièrement, en tant que policier, je pense participer un petit peu à ça. Michel Floquet. D'un mot, j'ai pas envie que la police française devienne américaine. Voilà. C'est en cours. Nous non plus. Oui, bon, moi je voulais dire effectivement que, bien entendu, il y a des forces de transformation sociale à l'œuvre aujourd'hui qui déstabilisent un petit peu la société, c'est sûr, mais qu'il y a une part de violence irréductible. Pour ça, la police, comme tiers institutionnel, elle est toujours nécessaire, mais que plus qu'une réorganisation, je pense qu'il y a la question du message. Parce que, bon, la police judiciaire, criminelle, c'est très différent du maintien de l'ordre, qui nous a quand même beaucoup occupés là, mais on voit que ce qui est commun, puisque l'organisation, c'est effectivement le mandat qui est donné à la police, et même pas seulement le mandat explicite, mais le message. Qu'est-ce qu'on dit? Parce que c'est là que effectivement la police entend, on couvre ou on couvre pas les bavures. Ça, c'est quand même très important. Je dis pas que les questions d'organisation, de chiffres, etc. sont mineures, mais ça, c'est quand même très important. Quel est le message que les responsables policiers font entendre? Et quand il y a des bavures, comme on en voit aujourd'hui un certain nombre, c'est qu'effectivement, le message, il couvre quand même un petit peu ça. Et ça, je pense que c'est à nous aussi d'en prendre conscience. C'est comme ça qu'on fait exister l'état de droit et comme ça qu'on travaille aussi à cette violence qui reste toujours dans les sociétés, sauf si on veut vraiment l'éradiquer. Mais alors c'est grave si on veut vraiment éradiquer ça. Je vous remercie. L'émission se termine. Je vous remercie tous les 8 d'y avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine pour la 750e et dernière émission de Ce soir ou jamais. Et on se quitte en musique avec Leila Makkala. Elle est haïtienne. Elle a émigré aux États-Unis. Elle nous interprète un extrait de son nouvel album. La chanson s'appelle A Day for the Hunter, A Day for the Prey. Leila, c'est à vous. before.
the hunter, day for the prey.